ça dresse la liste de quelques métaux. Ça, autrement dit, c'est un classement, OK? Et dans un ordre donné. Donc, vous voyez que c'est le sodium qui vient en premier. Et quand vous regardez en bas tout à fait, c'est l'or, le platine. Donc, le groupe d'en haut, ce sont des métaux qui s'oxydent extrêmement facilement. On dit qu'ils sont actifs. On dit qu'ils sont des anodes. Les anodes, c'est des métaux qui perdent leurs électrons. Comme par exemple le sodium, lui, quand il s'oxyde, quand il est actif, il perd un électron. Euh, et la force que ça prend pour perdre des électrons, ou la force nécessaire, ben, elle est exprimée par des chiffres que vous voyez dans la colonne de droite. Donc, vous voyez des chiffres, là, c'est marqué ici moins 2,71, moins 2,34. Donc, c'est des chiffres petits, là. Le plus haut chiffre, c'est plus 1,42, l'or. Et le plus petit, c'est moins 2,71. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel, c'est comme une force. C'est la force que ça prend pour arracher l'électron. Donc, le sodium, ça prend une force très faible. Donc, l'électron, lui, il n'est pas vraiment difficile à arracher. Fait qu'autrement dit, le sodium s'oxyde facilement. Il perd son électron facilement. Ça ne prend pas une force, très grande force, pour lui arracher son électron. À l'inverse, l'or, plus 1,42, mais c'est beaucoup plus haut comme force que ça prend. Donc, l'or est très résistant à l'oxydation et à la corrosion parce que ces trois électrons périphériques sont très difficiles à arracher. Donc, l'or retient ces trois électrons périphériques. Donc, ça dépend de quoi, ces chiffres-là? Ça dépend de la structure de l'atome. Ça dépend du nombre de protons dans le noyau comparativement au nombre d'électrons et au nombre de couches électroniques de l'atome. Donc, c'est de ça que ça dépend. Et les chiffres que vous voyez, là, de moins 2,71 à plus 1,42, ils sont relativisés par rapport à l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, là, vous voyez, ici, il manque un 2. En bas du H, il devrait y avoir un 2. Là, c'est le gaz hydrogène. Mais lorsqu'il s'oxyde, ça donne 2 protons H+, plus 2 électrons. C'est la force que ça prend pour arracher 2 électrons au gaz hydrogène. Ben, ça prend un certain niveau de force et toutes les forces que ça prend pour arracher des électrons aux autres éléments sont référencées par rapport à cette force-là. Fait que par défaut, on met 0. C'est un peu comme le niveau de la mer. On décide, la hauteur d'une montagne, c'est exprimé par avoir une référence qu'on a décidé comme étant le niveau de la mer. Bien, ici, c'est la même chose. Donc, l'hydrogène étant le niveau de la mer, puis l'or, plus 1,42, étant la hauteur de l'Everest, si on veut, la plus grosse montagne. Voilà. Et le sodium pourrait être finalement la fosse Marianne, là, qui est l'endroit le plus profond dans l'océan, près du Japon, qui est à peu près à 10 000 mètres de profondeur, près de 10 km de profondeur. Donc, c'est la meilleure image que je peux utiliser. Fait que là, à partir de l'échelle, oui, on peut dire que, mettons, s'il y a plusieurs métaux qui sont ensemble, assemblés, on peut dire lequel, grâce à l'échelle, lequel va se corroder. Comme par exemple, si je mets en contact du fer avec du magnésium, ben, le fer, lui, est plus résistant à l'oxydation. Fait que le fer, il va être protégé, tandis que le magnésium, lui, il va être oxydé. Donc, et tantôt, j'expliquerai qu'on applique ce principe-là pour une application très utile dans nos maisons. Donc, lorsqu'on met aussi en contact de l'étain avec du fer, c'est le fer qui va s'oxyder. Donc, ici, l'étain, qui est juste avant le plomb, ben, il est à moins 0,14, tandis que le fer, il est à moins 0,44. Donc, le moins 0,14, moins 0,14, c'est un chiffre plus élevé que moins 0,44. Donc, l'étain, il est plus fort pour garder ses électrons que le fer. De sorte que si on met le fer, si on fait compétitionner le fer et l'étain à celui qui va arracher les électrons de l'autre, c'est un peu comme un jeu de souk à la corde. OK? Donc, le tin, il est plus fort que le fer. Donc, les électrons, la corde, les électrons, ils vont se ramasser du côté de l'étain. Et le fer va rentrer en solution de son côté, il va s'oxyder. Donc, on dit que l'étain est cathodique et le fer devient anodique. Par contre, si on met en contact du fer avec du zinc, bien là, les rôles vont être inversés. Parce que là, le fer, je le mets avec quelque chose qui est plus faible que lui. Donc, cette fois-ci, c'est le zinc qui va s'oxyder et le fer va être protégé. Donc ça, là, ce genre de choses-là, on appelle ça des piles. C'est exactement là-dessus que repose le fonctionnement des piles. Les piles que vous achetez, piles 2A, 3A, ou les piles que vous voyez dans les voitures électriques ou dans vos cellulaires. Donc on met en contact deux métals ou deux composantes qui ont un qui est très très cathodique, très très fort, un autre qui est très très faible. Et puis là, ben, vous voyez qu'il y a des électrons qui vont se déplacer
Dans le conducteur, le fil blanc que vous voyez ici, ben, dans ce contexte-là, le zinc va perdre ses électrons. Les électrons du zinc vont voyager vers le fer et le zinc va rentrer en solution. Donc, il va s'oxyder. Donc, ça crée un mouvement d'électrons, ça fait un courant électrique. Donc, on peut générer un courant électrique, ça s'appelle une pile. Et la corrosion fonctionne sur le principe des piles. C'est la même chose. Donc, pour qu'il y ait corrosion dans un métal, il faut qu'il y ait un effet de pile. Donc, autrement dit, là, il faut que quand un métal se corrode parce qu'il est en contact physique avec quelque chose qui va lui être capable de lui arracher des électrons, donc finalement, il va y avoir une pile. Et là, quelque chose, autrement dit, ça prend une différence. Ça prend quelque chose qui est plus fort. Donc, et là, dans l'intérieur d'un métal, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des impuretés, ce qui est représenté en blanc. Ce qu'on appelle des grains, des joints de grains. Ça peut être l'hétérogénéité du métal, les tensions internes, les égratignures à la surface. Tout ça peut représenter des points d'amorce de corrosion, donc ce qu'on appelle un effet de pile. OK, ça je passe ça. Il y a des choses que je m'aperçois là, que je vais enlever sur la. OK, passivation, ça peut être intéressant à dire. Là, la plupart des métaux sont capables de se passiver. Donc, passivation, c'est la création d'une barrière protectrice d'un film d'oxyde à la surface. Des aciers inox, le titane, le cuivre, l'aluminium, le magnésium, le zinc, le nickel sont capables de former des films d'oxyde pour se protéger de la corrosion, mais pour offrir une certaine résistance à la corrosion face au milieu. Ici, vous avez une liste des formes de corrosion, parce que quand on plonge dans le monde de corrosion, on se rend compte qu'il y a plusieurs processus différents, mais ici, je fais un petit résumé. Il y a la corrosion généralisée, corrosion uniforme, galvanique, l'usure due aux contraintes, corrosion sous tension, corrosion par fatigue, attaque à l'hydrogène, corrosion localisée. Donc, je ne vous demande pas de retenir tout ça. C'est juste pour vous dire que le monde de la corrosion, ça subdivise en plusieurs types de corrosion chez les métaux. Vous n'avez pas à retenir cette diapo-là. Là. Probablement que je vais l'enlever aussi, là, celle-là. J'essaie de ne pas faire quelque chose de trop long et trop difficile à comprendre. Oui, corrosion uniforme. Ça ici, je passe ça aussi. OK, ici par contre, c'est important. Le pH du milieu, c'est un facteur très important dans le monde de la corrosion. Donc, la part des métaux là, se corrode beaucoup plus vite en milieu acide ou en milieu basique. Donc, là, c'est le cas surtout de l'aluminium, du magnésium, de l'acier. Donc, par exemple, les aluminiums, le zinc, le plomb et le cuivre sont très attaqués par les acides quand le pH est bas, finalement, entre 0 et 7. Et aussi les bases. Donc, entre 7 et 14. Mais là, je dis entre 0 et 7, pas tout à fait vrai. Là. Mettons entre 4 et 9, on peut dire que c'est un milieu neutre. Mais quand on tombe en bas de 4 ou 5 en pH ou en haut de 9 en basique, là, donc du côté alcalin, là, ça devient dangereux pour la corrosion de ces métaux-là. Le nickel et le cadmium, eux autres, euh, sont très attaqués par les acides, mais sont très résistants dans le milieu alcalin. Donc, c'est une de leurs particularités. Et le fer et le magnésium sont résistants pour les bases à partir du pH 10. Mais on peut dire aussi qu'ils sont attaqués par les acides. On aurait pu rajouter ça aussi. Une corrosion galvanique, c'est quoi? Ben, c'est une corrosion qui est due au contact de deux métaux très différents l'un sur l'autre. Donc, par exemple, si on met du cuivre avec de l'acier ensemble, le cuivre, il est plus noble. Il est moins oxydable que le fer. Donc, le fer risque de se corroder parce qu'il est en contact avec du cuivre. Ou encore pire, du magnésium, ici il manque un N, là, magnésium, donc magnésium en contact avec de l'acier. Donc, ça fait une pile encore plus forte. Donc, le magnésium se corrode très facilement dans ce contexte-là. Ici, vous avez une série galvanique qu'on appelle, c'est-à-dire, vous avez une liste là, partant du plus faible jusqu'au plus fort. C'est un peu l'équivalent de l'échelle électro de négativité que j'ai montré tantôt. Donc, on peut comparer différents métaux ensemble en termes de savoir lequel va se corroder si l'un est en contact avec l'autre. Comme par exemple, si je m'intéresse à savoir, ben, si je mets de l'acier inox 18,8 passif en contact avec de l'aluminium 2024, ben, là, vous voyez que l'acier inox qui se retrouve à droite, là, il est haut dans la liste, là, donc il est plus facilement, euh,
il est résistant à la corrosion beaucoup plus que l'aluminium 2024. Donc, parce il arrive après lui. Donc, la manière qu'il faut lire, là, c'est qu'on part du plus facilement oxydable, magnésium et alliage. Après ça, on s'en va en descendant, puis on continue dans le tableau suivant en descendant, puis on arrive à la fin au platine. Donc, les premiers, c'est les plus actifs et les derniers, c'est les plus passifs. Excusez-moi. Comme un exemple là, de pile galvanique qu'on a très souvent rencontré lorsque, par exemple, on fait de la réparation de conduite et qu'on attache ensemble un tuyau de cuivre avec un tuyau en fonte ou en acier, même en acier inoxydable. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que très rapidement, ce qui va arriver, c'est que si on met de l'eau du robinet, de l'eau douce, l'acier va se corroder. Et si c'est de l'eau de mer, ben, ça va être encore plus rapide parce que l'eau est salée plus corrodante. Donc, c'est l'acier qui se corrode. Oh, le cuivre est protégé. Donc, ici, je passe ça, je pense. Ouais, ça, je passe ça. Il y a des choses là-dedans là, qui sont trop détaillées. Piqûre, ça, je pense ça. OK. Maintenant, j'en arrive rapidement à une autre, deuxième partie du chapitre sur la corrosion. Du coup, qu'on connaît un petit peu les processus de corrosion, ben, il existe des méthodes pour protéger les métaux. Là, je vous montre une belle motocyclette là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièces chromées là-dessus. Et le fait de déposer du chrome sur de l'acier, c'est une des méthodes de protection largement employées. Donc, pourquoi protéger les métaux? Bien, on protège les métaux pour leur donner, par exemple, une certaine résistance à l'usure. Donc ça, c'est une raison qu'on rencontre souvent. Vous avez ici une des applications qu'on retrouve dans le domaine de la construction, c'est tout simplement le système hydraulique qui met en mouvement le bras d'une pelle mécanique. Donc la partie métallique que vous voyez blanche, c'est la tige hydraulique qui est responsable du mouvement de la pelle, qui est reliée à la pression d'une huile qui fait bouger le piston. Euh, ce- cette tige-là est en contact avec le tube qui renferme l'huile et il y a un certain frottement qui s'effectue entre le tube et la tige d'acier. Eh bien, pour que cette tige-là puisse avoir une durée de vie suffisante, il faut empêcher la tige de s'user à sa surface, dû au frottement avec l'intérieur du tube. Et pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un plaquage au chrome par-dessus la tige en acier. Donc, et ça donne une très grande dureté de surface et une très grande résistance à l'usure. Et aussi, en même temps, ça crée des microporosités durant le procédé de plaquage qui vont représenter à toute fin pratique des mini-réserves d'huile parce que ce système-là fonctionne avec de l'huile pour réduire le coefficient de friction et diminuer l'usure. Et la tige se renferme d'huile à l'intérieur du dépôt de chrome. Donc, c'est bel et bien un dépôt de chrome et la tige devient pratiquement auto-lubrifiante. Et tout ça ensemble fait en sorte que la résistance à l'usure est fortement augmentée et donc aussi la durée de vie de la pièce. Donc, plaquage au chrome, on pourrait même, dans ce cas-ci particulier, on va utiliser l'appellation plaquage au chrome dur parce qu'il y a aussi le plaquage au chrome conventionnel qui donne des dépôts moins durs, mais cette fois-ci, dans cette application-là, c'est pas c'est pas pour l'esthétique, parce que souvent on va plaquer au chrome pour donner de l'esthétique à certaines pièces. Ici, c'est pas du tout la raison, c'est vraiment pour donner une résistance à l'usure à la pièce. On peut aussi faire des revêtements sur les métaux en vue de les préparer pour des applications de peinture. Donc, le métal est un mauvais substrat pour déposer des peintures à la base, mais on peut euh, faire un traitement de surface sur l'acier ou sur l'aluminium pour créer une adhérence sur les peintures. Donc ici, vous voyez des pièces automobiles qui sont en train de subir une opération de peinture robotisée à l'intérieur d'une industrie d'assemblage de voitures. Application de la vie courante métallurgique. Ce que vous voyez à gauche, ce sont des mousquetons en aluminium
que vous utilisez comme porte-clés ou pour d'autres types d'utilisation, comme crochet pour suspendre des objets, par exemple. Généralement, ces produits-là sont anodisés. Donc, c'est bel et bien de l'aluminium, sauf qu'on peut, à travers un procédé d'anodisation, rendre les pièces plus attrayantes, plus belles. Donc, on peut faire ce qu'on appelle de l'anodisation pour des raisons décoratives, donc pour l'esthétique. Tantôt, j'expliquerai un petit peu plus en détail comment on opère l'anodisation, en quoi consiste l'anodisation des aluminiums, par exemple. Et vous avez à droite, vous reconnaissez bien entendu une bague. Cette bague-là que vous avez sur votre photo, c'est une bague non pas en argent, c'est une bague qui est dénommée comme étant de l'or blanc. Bien entendu, de l'or, ce n'est pas blanc, ça n'existe pas de l'or blanc, l'or est toujours jaune. On ne peut pas changer la couleur des métaux euh, de manière intrinsèque, je veux dire, là. Donc, c'est vraiment la structure atomique qui décide des longueurs d'onde qui sont reflétées sur les métaux. Tous les métaux sont gris, un peu comme ce que vous voyez sur l'image. Là, tous les métaux ont cette apparence-là lorsqu'ils sont polis, gris métallique brillant, presque miroir. On peut rendre tous les métaux de cette apparence-là, exception de deux métaux, en l'occurrence le cuivre, qui est rouge-brun, et l'or, qui est jaune. Donc, l'or, ce n'est pas blanc. Les bagues qui sont vendues en tant qu'or blanc, ben, il n'y a pas vraiment d'or dans la bague. C'est plutôt un alliage de molybdène, de nickel et d'argent, et qui forment le corps de la bague, le matériau principal, et sur lequel on a fait un dépôt d'un quatrième métal, en l'occurrence le rhodium. Donc, c'est pas de l'or. Donc, l'or blanc, c'est un nom commercial, c'est une appellation qu'on pourrait dire. Donc, c'est un peu trompeur, un peu même à la limite frauduleux, parce que l'alliage molybdène, nickel, argent avec le rhodium n'a pas du tout la même valeur monétaire que l'or pur massif. Mais on utilise le terme or pour mieux faire accepter ou mieux vendre ce genre de produit-là en faisant un peu à croire au monde qu'il y a une ressemblance ou il y a un rattachement à faire avec l'or, mais c'est pas du tout le cas. Ce que vous avez ici, c'est des applications sur lesquelles il y a eu aussi un traitement de surface, cette fois-ci pour des raisons de résistance à la corrosion. Donc, on peut faire des traitements de surface pour améliorer la résistance à la corrosion de pièces métalliques. Ici, vous avez deux pièces en acier, un seau et une clôture en treillis. Les deux ont subi le même, en tout cas, on les a recouverts du même métal, du zinc. Donc, on les a recouverts de zinc. Là, c'est pas, là, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas indiqué sur ma présentation, mais c'est un dépôt de zinc qu'il y a eu sur chacune chacun des deux matériaux que vous voyez sur les images. Donc, là, quand on parle d'acier galvanisé ou de galvanisation, ça fait référence à la déposition de zinc sur l'acier. Et le zinc, il est plus facilement oxydable que le fer, de sorte que lorsqu'on dépose du zinc sur le métal, ben ça crée une certaine barrière, mais ça fait surtout en sorte que le zinc va s'oxyder à la place du fer. Donc, il y a une protection qui est alors dont le fer bénéficie lorsqu'on le met en contact avec du zinc métallique à la surface. Donc, on fait ça systématiquement sur les aciers ordinaires qui sont exposés aux intempéries, là, très très souvent, les clôtures à l'extérieur, un seau comme ça qui renferme de l'eau. Si on veut augmenter sa durée de vie, parce que c'est le genre de seau avec lequel on va transporter de l'eau. Donc, si on veut augmenter la durée de vie, ben, on va faire de la galvanisation. J'aurais pu aussi mettre comme image là, les tours de transmission électrique qui sont faits en acier aussi galvanisé. Mais il y a deux façons de déposer du zinc sur ce genre de pièces-là. Il y a la voie électrolytique, que je vais expliquer un petit peu plus tout à l'heure. Et il y a aussi la méthode par immersion, où on plonge simplement le matériel dans le métal à déposer sous sa forme liquide. Comme par exemple les traits de clôture que vous voyez ici, les tiges ont été trempées dans du zinc liquide, un peu comme quand on trempe
une cerise dans le chocolat. Donc, on peut déposer du zinc de cette façon-là aussi. Mais ce n'est pas le cas du seau. Le seau, lui, a été galvanisé de manière électrolytique. Et justement, qu'est-ce que le plaquage électrolytique? Donc, ici, vous avez une représentation, un schéma très simple du principe. Donc, ici, vous avez un exemple d'un métal, peu importe lequel, là, ME, sur lequel on veut y déposer du cuivre. Donc, il faut plonger une anode du métal qu'on veut déposer. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais c'est ce qu'on fait lorsqu'on veut déposer du cuivre sur un métal. On plonge une pièce de cuivre dans une solution conductrice de courant, ce qu'on appelle un électrolyte, contenant des ions, entre autres des ions de cuivre, qui vont flotter, qui vont surnager dans la solution. Le cuivre, lui, la pièce de cuivre va se dissoudre dans la solution en lui imposant un courant. Donc, vous voyez, là, juste en haut de la pièce de cuivre, là, la cuivre agit en tant qu'anode. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, une anode, par définition, c'est un métal qui perd des électrons. Donc, dans lequel les atomes vont donc, en perdant les électrons, rentrer en solution dans la solution, justement, comme quand on met du sel dans l'eau, le sodium du sel, il rentre en solution sous forme d'ion. Il va arriver la même chose avec le cuivre, mais cette fois-ci, on va utiliser une force électrique vraiment pour forcer le cuivre à rentrer en solution en lui arrachant de force des électrons. Donc, vous voyez l'électron qui monte là, avec la source de courant. Et puis, ces électrons-là vont être acheminés et rentrer de force, eux aussi, dans le métal à plaquer. De sorte que les ions cuivre, eux, qui ont disparu du métal, là, se sont donc dissous dans la solution, vont être attirés comme un aimant vers la pièce métallique grise qui est de l'autre côté. Et là, les ions vont être attirés, vont se coller sur la surface et ils vont aller reprendre les électrons qu'ils ont perdus, mais de l'autre côté, dans le métal gris. De sorte que le cuivre va pouvoir se redéposer sa forme métallique à la surface. Donc ça, c'est le principe de base là, du plaquage électrolytique. Donc ici, vous avez un exemple avec du cuivre sur un métal, mais c'est comme ça on peut, le seau que vous avez présenté tantôt, c'est exactement comme ça, sauf qu'au lieu d'avoir une anode de cuivre, c'était une anode de zinc avec la pièce de métal, c'était l'acier, c'était le seau. On peut faire aussi la même chose en plaquant du chrome sur de l'acier, on peut plaquer du nickel sur l'acier, même sur l'aluminium. Donc, il y a plusieurs applications possibles qui vont utiliser ce même procédé-là. Ici, un autre exemple pour lequel on peut protéger des pièces de la corrosion, mais ici pas par un dépôt de métal plaqué, mais par une réaction chimique, ce qu'on appelle une conversion chimique, en l'occurrence ce qu'on appelle de la phosphatation ou de la chromatation, où on fait réagir chimiquement les atomes métalliques à la surface avec un produit oxydant et transformer le métal en molécules, en oxyde ou en phosphate ou en chromate. Et donc ça donne une bonne résistance à la corrosion. Donc, par exemple, lorsque vous achetez des vis ou des écrous dans un centre de rénovation, surtout les vis prévues pour être à l'extérieur, pour, par exemple, monter des sets de patio, ben, si vous remarquez des vis qui sont verdâtres ou brunes, ce sont des vis ou des écrous qui ont subi un traitement de chromatation ou de phosphatation afin de leur donner une meilleure résistance à la corrosion, étant donné qu'elles sont destinées à être soumises aux intempéries à l'extérieur. On peut aussi plaquer pour des raisons à la fois de résistance à la corrosion et d'esthétique, donc comme par exemple les douilles euh, et les tuyaux d'échappement en acier chromé. On peut voir ceux qui sont amateurs de moto ou de voitures de sport connaissent très bien ce genre de produit-là. Donc, ça permet donc de donner la résistance à la corrosion de l'acier qui est utilisé pour faire le tuyau, mais aussi ça donne euh, ça donne, du point de vue esthétique, quelque chose de très attrayant, de très beau, qui donne du cachet à la voiture ou à la moto. Vous connaissez aussi ce genre de produit-là, une raquette en aluminium. La raquette d'aluminium, elle est faite à partir d'une tige d'extrusion en aluminium qui est retournée et ressoudée sur une extrémité pour faire le corps de la raquette. Vous avez ici un tube d'aluminium 6061 anodisé
Et on a choisi la couleur rouge. On peut choisir toutes sortes de couleurs là, pour faire l'anodisation. Je vous expliquerai tantôt le principe de l'anodisation. Mais la raison pour laquelle on va anodiser le tube, c'est trois raisons. Donc, c'est pour la résistance à la corrosion, parce que se promener en raquette dans l'humidité, on peut souvent marcher sur de la neige légèrement corrosive, acide, même des fois salée. Donc, le fait d'anodiser l'aluminium, ça renforce sa résistance à la corrosion. Aussi, hein, on marche avec des raquettes, donc le tube, il frotte avec le sol, avec le bois, avec toutes sortes d'objets, la roche. Donc, il faut donner aussi une certaine résistance à l'usure. Donc, l'anodisation permet en même temps de donner de la résistance à l'usure à la pièce d'aluminium. Et troisième raison, ben, c'est du point de vue esthétique, là, tant qu'à anodiser pour donner de la résistance à l'usure et à la corrosion, ben, dans le processus d'anodisation, là, il y a une étape dans laquelle on peut mettre un colorant et puis la pièce est immergée dans la solution contenant du colorant et la couche d'oxyde, parce que l'anodisation consiste à épaissir la couche d'alumine, ben, étant donné que la couche d'alumine elle est transparente, si on met un colorant dans la couche d'alumine, ben, l'alumine prend la couleur du colorant. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est un exemple dans lequel, pour trois raisons différentes, on va procéder à un traitement de surface sur une pièce. Et là, ben justement, l'anodisation, c'est quoi le principe de l'anodisation? Ben, vous avez une image ici qui permet d'essayer de faire comprendre les grands principes, là. Ça ressemble à un plaquage électrolytique, dans ce sens qu'on utilise un bassin avec une cellule électrochimique encore, avec une anode, une cathode. Mais cette fois-ci, dans le cas du plaquage électrolytique de tout à l'heure, la pièce à plaquer, c'était la cathode. C'est dans la pièce qu'on mettait les électrons et que les ions allaient se déposer. Ici, c'est l'inverse. La pièce à traiter, elle n'est pas la cathode, elle est l'anode. Et on utilise une autre pièce qui va agir en tant que cathode. Donc, c'est à la surface de la pièce que va avoir lieu une réaction d'oxydation. Qu'est-ce qui va arriver? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on plonge la pièce dans un électrolyte. Généralement, on utilise une eau contenant 15% d'acide sulfurique. Donc, un électrolyte très acide, avec un pH très bas, là, un mélange d'eau et d'acide sulfurique. Et là, on relie électriquement la pièce, l'anode, et avec des cathodes, généralement en plomb, qu'on utilise pour faire les cathodes. Donc, et là, il va y avoir, quand on applique une tension électrique suffisante, donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir de l'oxygène pur, gazeux, qui va apparaître à la surface de la pièce d'aluminium. Et là, ce qui arrive, c'est que l'acide, au départ, lorsqu'on plonge la pièce dans la solution très acide, la couche d'alumine, elle est dissoute, elle disparaît. Donc, l'alumine ne résiste pas, elle s'oxyde et ne résiste pas au pH de l'électrolyte. Donc, et là, quand on met le courant, c'est de l'aluminium vraiment métallique qui est en contact avec l'électrolyte. Là, il n'y a plus d'alumine. Mais lorsqu'on applique le courant, subitement, il y a de l'oxygène gazeux pur qui se forme à la surface. Et là, cet oxygène-là va aller oxyder de façon très importante les atomes d'aluminium à la surface et donner lieu à une couche d'alumine qui est cette fois-ci beaucoup plus épaisse que la couche d'alumine créée lorsque la pièce d'aluminium est en contact avec l'oxygène de l'air. Dans l'air, il y a seulement environ 18-19% d'oxygène, tandis qu'ici, c'est 100% oxygène. Donc, l'oxydabilité est beaucoup plus grande. Donc, ça va donner une couche d'alumine beaucoup plus épaisse. Donc, de l'ordre, on peut aller jusqu'à 50 microns, comparativement à 2 ou 3 microns pour la couche naturelle d'aluminium, lorsque l'aluminium est seulement exposé à l'air. Donc, ça donne une couche d'alumine plus compacte et beaucoup plus épaisse. Et l'alumine, étant très, très dur et très étanche, ça permet à l'aluminium d'acquérir une plus grande résistance à l'usure et à la corrosion. Donc, cet oxygène se forme par la décomposition de l'eau. Comment que l'oxygène apparaît là-dessus? C'est pas de la magie, c'est que la tension électrique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est assez forte pour détruire les molécules d'eau dans l'électrolyte. Donc, il y a décomposition des molécules d'eau à la surface de l'aluminium. Donc, la molécule d'eau, elle est brisée. Donc, de l'eau, c'est du H2O. Donc, c'est deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène.
Et lorsqu'on brise la molécule, ben, d'un côté, il va se former de l'oxygène. Les atomes d'oxygène vont partir avec les électrons et de l'hydrogène, vont partir avec les électrons et former de l'oxygène gazeux, et qui à son tour va oxyder les atomes d'aluminium pour former de l'alumine. Et de l'autre côté, parce qu'il y a deux réactions, hein, il y a réduction et oxydation. Donc l'oxydation sur la pièce d'aluminium, en réalité, ce qui s'oxyde, c'est la molécule d'eau. Et ensuite, l'oxygène qui est créé oxyde l'aluminium pour former la couche d'alumine. Mais de l'autre côté, sur la cathode de plomb, ben, ce qui va se former, ben, c'est l'hydrogène là, qui quitte la molécule d'eau de son côté. Il va aller être attiré par la cathode, donc les cathodes en plomb, et les électrons qui auront été arrachés à la surface de l'aluminium vont être acheminés à la cathode de plomb, et ces électrons-là vont être utilisés par les ions hydrogène pour former du gaz d'hydrogène, donc le H2 que vous voyez apparaître là, sur l'image le long de la cathode en bleu. Donc on forme de l'hydrogène d'un côté et on forme de l'oxygène de l'autre. Voilà. Donc, et soit dit en passant, là, c'est exactement par ce procédé-là aussi qu'on va fabriquer de l'hydrogène pour les fameuses piles à hydrogène. Donc, on entend souvent parler, là, c'est depuis un certain temps, là, qu'on peut faire fonctionner des véhicules ou des autobus ou des trains avec des piles à hydrogène, même qu'on commence à entendre parler de la possibilité de faire fonctionner des avions éventuellement dans un futur plus ou moins lointain avec de l'hydrogène gazeux. Et souvent, les médias qui ne connaissent rien en sciences là, confondent tout. Et là, on présente l'hydrogène comme étant une source d'énergie environnementale. L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, et je le répète encore, c'est fabriqué. Donc, ça n'existe pas, là. Une source d'énergie, c'est quelque chose qui existe dans la nature, qui a déjà de l'énergie dedans, puis qu'on n'a pas à le faire. L'énergie est déjà là, comme le pétrole, comme le vent, comme le soleil. Là, ici, c'est l'hydrogène gazeux, il doit être fabriqué avec une source, une vraie source d'énergie. Ça peut être le pétrole, ça peut être le solaire, et peu importe. Ça prend une force, donc ça prend un courant électrique pour fabriquer de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, c'est un gaz très instable. Donc, autrement dit, on renferme de l'énergie dans l'hydrogène. Et si on réussit à le stocker de manière sécuritaire, là, on peut l'utiliser pour faire une pile, donc une pile à hydrogène, pour faire fonctionner un moteur, par exemple. Et là, il va se faire la réaction inverse. Donc là, ça va prendre une cellule électrochimique qui va faire exactement l'inverse de ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire on va mettre en contact de l'hydrogène gazeux avec de l'oxygène gazeux pur, et là, il va se former de l'eau, puis ça va dégager de l'énergie. Donc ici, il faut consommer de l'énergie pour briser la molécule d'eau, tandis que dans un moteur à hydrogène, on met en contact de l'hydrogène gazeux et de l'oxygène pour faire le phénomène, le processus inverse, donc hydrogène avec oxygène pour former de l'eau avec dégagement d'énergie. Mais donc, c'est une pile. L'hydrogène, elle est fabriquée avec l'énergie qui a été utilisée pour faire fonctionner un moteur à hydrogène. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, ça, c'est une des deux façons qui existent pour faire de l'hydrogène. L'autre façon, c'est en faisant brûler du méthane. Donc, on peut faire brûler du méthane, puis on en extrait l'hydrogène gazeux. Ça, c'est l'autre façon de faire. Et là, si cette cellule électrochimique-là, pour faire l'anodisation de l'aluminium, qui va former en même temps l'hydrogène qui pourrait servir à faire une pile hydrogène, si l'électricité provient d'une centrale au charbon ou au gaz ou au pétrole, ben, l'hydrogène n'est pas plus propre que si on consommait de l'essence ou du pétrole normal dans une voiture. Donc, il faut faire attention là, à savoir d'où provient, comment a été produit l'hydrogène. Et comme j'ai déjà dit, 93% de l'électricité dans le monde est produite à partir d'hydrocarbures. Donc, il faut faire très attention avec ce qui est dit là, dans les médias en concernant l'énergie et l'environnement. Euh, Ici, c'est une autre. OK, ouais, ici, dans cette section-ci, je vais expliquer, là, il ne reste pas grand-chose à voir, là, mais que il y a plusieurs façons de contrer les phénomènes de dégradation. Là, ce que je viens d'aborder avec vous, c'est qu'on peut mettre des revêtements sur les pièces. Donc, des dépôts métalliques, on peut épaissir les couches naturelles d'oxyde par l'anodisation, on peut faire de la phosphatation, chromatation, on peut déposer des peintures. Mais il y a d'autres stratégies pour lesquelles on peut améliorer la résistance à la corrosion. Comme par exemple, faire des choix judicieux de matériaux. Comme je vous présente un exemple que j'ai moi-même vécu lorsque j'ai travaillé d'une compagnie. Euh,
Puis on transporte, dans l'usine où je travaillais, il y avait du chlore gazeux pur qui circulait. En réalité, c'est l'usine dont je vous parle, c'est la défunte usine Magnolia. Et dans l'usine, au départ, ils avaient décidé d'utiliser de l'acier inoxydable pour faire les conduites. Mais on s'est rendu compte au bout de quelques mois que les conduites étaient en détérioration très avancée. Il y avait des fuites de chlore et on a dû tout remplacer, ces conduites en acier inoxydable-là, avec des conduites en titane qui résistaient infiniment mieux que l'acier inox en contact avec le chlore gazeux. Donc ça, c'est une des stratégies, là, c'est d'utiliser les bons matériaux, des matériaux qui sont suffisamment résistants à la corrosion. Puis pour ça, il faut connaître très, très bien l'environnement dans lequel la pièce va être exposée. Donc, pour faire un choix de matériel judicieux pour qu'il puisse être résistant à la corrosion. Un autre truc qui est très largement utilisé pour donner de la résistance à la corrosion, ben, ce que vous connaissez tout ça, vous utilisez cet objet-là presque à chaque jour. Sans trop vous en rendre compte, là, un réservoir d'eau chaude résidentiel. Donc, vous avez à l'intérieur d'un réservoir d'eau chaude, les réservoirs d'eau chaude, c'est fait avec de la tôle d'acier très mince, un peu presque la même tôle d'acier qu'on utilise pour faire les carrosseries de voitures. Et il faut protéger cette fine tôle d'acier-là de la corrosion. Elle contient de l'eau. Donc, on sait que l'eau, ça peut rouiller. L'acier, c'est-à-dire, ça peut rouiller en contact avec l'eau. L'eau qui sort de nos robinets là, qui nous sont fournis par les villes, ben, c'est pas de l'eau pure distillée. Elle contient des minéraux. Donc, l'eau est légèrement corrosive. En plus, elle est chlorée pour tuer les bactéries. Donc, elle est légèrement corrosive, de sorte que si cette eau-là est trop longtemps et est en contact avec la tôle d'acier utilisée pour faire le réservoir d'eau chaude très rapidement, là, puis là, si je dis quand c'est très rapidement, ça peut prendre quelques jours seulement, il va y avoir perforation de la tôle et là, vous allez vous ramasser avec un petit dégât d'eau dans votre sous-sol ou dans votre maison. Donc, ce qu'on fait pour empêcher ça, c'est que dans l'assemblage du réservoir d'eau chaude, on va placer une tige de magnésium qui va être soudée ou vissée sur l'armature en acier du réservoir et cette tige de magnésium-là va être plongée dans l'eau. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que le milieu corrosif, au lieu de s'attaquer au fer, il va s'attaquer à un métal beaucoup moins résistant, donc plus faible que le fer, en l'occurrence, la tige de magnésium. Donc, vous voyez ce qui est mentionné là, dans le plan, le anode anti-corrosion, ben ça, c'est une tige de magnésium qui va agir en tant qu'anode sacrificielle. Donc, ce truc-là qu'on utilise là, pour protéger des pièces de la corrosion, on appelle ça protection par anode sacrificielle. La tige de magnésium agissant en tant qu'on sacrifie, autrement dit, pour protéger euh, le fer. Donc, progressivement, la tige, elle va se corroder. Elle va disparaître petit à petit. Et c'est une des raisons pour lesquelles on suggère de toujours remplacer les réservoirs d'eau chaude là, au bout de 10 à 15 ans. C'est justement parce que la tige de magnésium, elle, avec le temps, elle se consomme. Hein. Le magnésium, il se dégrade, il se corrode à la place de l'atteindre. Donc, si on veut que notre réservoir d'eau chaude puisse continuer à être protégé, mais on a deux choix. Soit qu'on remplace le réservoir d'eau chaude au complet, ou soit qu'on remplace la tige de magnésium. On peut faire ça aussi, puis ça coûte moins cher. Une autre application des anodes sacrificielles, puis ça concerne encore une fois le magnésium, mais pour un tout autre objet. Ce que vous avez ici, là, vous reconnaissez un hélice, mais en fond, c'est la section d'une coque de bateau, là, près d'une hélice. Et là, vous remarquez deux pièces métalliques qui sont collées, ou en réalité, elles sont soudées sur la coque du bateau en acier. Donc, on utilise pour protéger de la corrosion les coques de bateau en acier. On utilise encore là, comme pour un réservoir d'eau chaude, des anodes sacrificielles en magnésium. Ça peut être en aluminium aussi. Donc, l'aluminium ou le magnésium va se corroder à la place de la coque de bateau. Et ça aussi, ça doit être remplacé à intervalles réguliers pour toujours faire en sorte que la coque de bateau soit protégée de la corrosion. Ici, c'est d'autant plus important parce que dans le cas d'un réservoir d'eau chaude, c'est de l'eau douce. Tandis que dans le cas d'une coque de bateau, ben, c'est de l'eau salée, donc c'est encore plus corrosif. Une autre stratégie qui est largement utilisée pour protéger des pièces de la corrosion, entre autres, c'est comme ça que les oléoducs, oui, ils vont être protégés. Donc, on peut faire de la protection par courant imposé. Donc, par exemple, ici, vous avez un oléoduc qui est enfoui dans le sol.
et qu'on va relier à une source de courant. Donc, le petit carré blanc que vous voyez qui est marqué redresseur, c'est une source de courant continu qui lui-même utilise du courant électrique fourni d'Hydro-Québec, par exemple, mais ça prend un redresseur parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'on utilise un courant continu. Donc, c'est toujours la polarité toujours dans le même sens. Donc, et là, on va brancher la polarité de façon à ce que la conduite soit cathode et on va relier à ça des boules, en tout cas des morceaux d'anode en graphite au circuit, et puis en tant qu'anode. Et puis le sol va être l'électrolyte. Donc, et là, ça va imposer un courant protecteur. Autrement dit, le système va alimenter la pièce, la tige ou la conduite en électrons. Donc, s'il y a des atomes métalliques qui s'oxydent, dû au caractère corrodant du sol, l'humidité qu'il y a dans le sol, ben, immédiatement, on compense en lui redonnant des électrons grâce à la source de courant. Donc, de cette façon-là, la conduite ne s'oxyde pas, elle ne perce pas. Donc, c'est ce qui permet de rendre les oléoducs sécuritaires, entre autres. On fait de l'inspection aussi, mais enfoui dans le sol, ça rend les oléoducs sécuritaires. Donc, c'est fait systématiquement pour protéger l'oléoduc de la corrosion et le rendre pour éviter les déversements. Donc, on entend, c'est un sujet d'actualité aussi, les oléoducs, surtout au Québec. Pourtant, on transporte du pétrole à tous les jours. Il y a des pétroliers qui voyagent sur notre beau fleuve, qui est la voie navigable la plus difficile au monde. Et on ne dit rien. On ne trouve pas ça dangereux. Euh, Pourtant, le transport du pétrole par oléoduc est prouvé scientifiquement qu'il est beaucoup plus sécuritaire que par bateau. Donc, il y a discussion à avoir à ce niveau-là. Voilà, je crois que ça complète la session. Je pense qu'il y a suffisamment de matière, là. Vous en avez assez pour votre étude, là, pour l'examen final, qui ne concerne que la deuxième partie de la session. Ce n'est pas un examen synthèse. Voilà. Donc, ça dresse la liste de quelques métaux. Ça, autrement dit, c'est un classement. OK? Et dans un ordre donné. Donc, vous voyez que c'est le sodium qui vient en premier. Et quand vous regardez en bas tout à fait, c'est l'or, le platine. Donc, le groupe d'en haut, ce sont des métaux qui s'oxydent extrêmement facilement. On dit qu'ils sont actifs. On dit qu'ils sont des anodes. Les anodes, c'est des métaux qui perdent leurs électrons. Comme par exemple le sodium, lui, quand il s'oxyde, quand il est actif, il perd un électron. Euh, et la force que ça prend pour perdre des électrons, ou la force